Imaginez un endroit où les lois de la physique cessent de fonctionner. Où l'espace et le temps, si bien définis dans notre quotidien, se décomposent en un chaos indescriptible. Un lieu où les équations d'Einstein, qui décrivent si bien la gravité et l'univers dans son ensemble, s'effondrent dans une absurdité mathématique. Cet endroit n'est pas une simple abstraction, il existe en théorie, et peut-être même dans l'univers qui nous entoure. Cet endroit, c'est une singularité gravitationnelle. Est-ce une faille dans notre compréhension du monde ou une véritable réalité physique ? Le terme singularité vient des mathématiques. Dans ce contexte, une singularité désigne un point où une fonction devient infinie, ou cesse d'être définie. Pour comprendre à quoi ça correspond en physique, il faut d'abord comprendre la plus grande théorie d'Albert Einstein. Grossièrement, la relativité générale est une théorie qui explique comment la gravité fonctionne. Avant, on pensait que la gravité était une force qui attirait les objets, comme un aimant, une idée formulée par Isaac Newton. Mais Albert Einstein a découvert que ce n'est pas tout à fait vrai. Pour comprendre la vision d'Einstein, imaginez un drap. Ou plutôt un trampoline pour une fois. Si vous posez une bille dessus, rien ne se passe. Par contre, si vous mettez un gros ballon, le trampoline se courbe et crée une sorte de creux. Maintenant, si vous faites rouler une petite bille, elle va tourner autour de ce creux, comme la Terre tourne autour du Soleil. Dans l'espace, c'est pareil. Les objets très massifs comme le Soleil déforment l'espace autour d'eux, et c'est cette déformation qui fait bouger les planètes. Si on veut pousser un peu plus la théorie, la relativité générale dit que l'espace et le temps forment une seule structure. L'espace-temps. Un objet massif, comme une planète ou une étoile, courbe cet espace-temps, et cette courbure dicte la trajectoire des objets. On a pris le trampoline pour symboliser l'espace-temps, mais imaginez en réalité quelque chose à 3 dimensions d'espace, et non pas 2 dimensions. D'ailleurs, il y a une 4e dimension, qui n'est pas une dimension d'espace, mais le temps lui-même en relativité générale. Avec cette théorie, le temps est une dimension. Mais bon, s'il faut avoir 3 idées clés en tête pour la relativité générale, retenez les idées suivantes. Premièrement, il y a le principe d'équivalence, qui dit qu'on ne peut pas distinguer une accélération d'une force gravitationnelle. Ça peut paraître compliqué à comprendre, mais prenons un exemple simple. Dans un ascenseur qui accélère, on ressent une force semblable à la gravité. Deuxièmement, comme on l'a vu avec le trampoline, plus un objet est massif, plus il déforme l'espace-temps autour de lui. Cette idée est centrale quand on va parler des singularités. Et troisièmement, un corps suit ce qu'on appelle une géodésique, c'est-à-dire le chemin le plus droit possible dans cet espace courbé. Par exemple, la lumière passant près d'un astre massif est déviée, car elle suit une géodésique courbée. C'est ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. Voilà pour les 3 principes fondamentaux. Si on doit synthétiser toutes ces informations, on dirait que les équations de la relativité générale, appelées équations d'Einstein, relient la distribution de la matière et de l'énergie dans l'univers à la courbure de l'espace-temps. Bon, le but était de donner une définition compréhensible par niveau collège-lycée. Mais si on monte dans le supérieur, il faudrait dire que les équations d'Einstein décrivent comment la matière influence la géométrie de l'espace-temps à travers des tenseurs. Mais bon, pour parler de la géométrie différentielle et des tenseurs, il faudrait sortir de la vulgarisation scientifique. Donc on va rester avec nos définitions pour le moment. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter le partenaire de la vidéo, qui est nul autre que Brilliant. Si vous souhaitez devenir un meilleur penseur, Brilliant deviendra certainement votre site internet préféré. Que vous soyez au collège, au lycée, dans le supérieur ou autre, Brilliant vous permettra de développer un bon instinct mathématique. Si vous avez toujours voulu apprendre à coder, le site vous propose une section où vous pouvez apprendre à penser en code sans ligne de code, et puis apprendre tout ce que vous avez appris dans le langage Python. Un peu comme Daniel Larousseau qui apprend d'abord à lustrer et frotter pour maîtriser le karaté. Et si ces domaines ne vous intéressent pas, vous pouvez simplement développer votre esprit scientifique avec des jeux ludiques en créant des formules et en concevant des circuits électriques. Brilliant vous aide vraiment à devenir plus intelligent jour après jour, avec des milliers de leçons interactives dans le domaine des mathématiques, des sciences de la programmation, dans l'analyse de données et dans le domaine de l'IA. Tous les cours sont réalisés par des professeurs récompensés et des professionnels qui proviennent des meilleures institutions comme le MIT, Stanford, Caltech, Harvard et même Google et Microsoft. Je rappelle que même si l'interface est en anglais, il vous suffit de traduire la page pour tout passer en français. Même si, encore une fois, il n'y a pas mal à développer son anglais. De toute manière, ce ne sera pas du Orwell. Mais bon, Brilliant propose une section pour apprendre les bases de la logique et pour travailler votre intuition mathématique. De plus, Brilliant s'adapte à tous les niveaux, que vous soyez collégien ou doctorant. La diversité des sujets abordés est immense. Vous pouvez aussi bien apprendre les principes de la mécanique quantique, que la théorie des nombres, que le fonctionnement de l'IA, ou apprendre l'algèbre linéaire. Le site encourage l'apprentissage régulier en proposant des ligues où vous pouvez vous mesurer à d'autres utilisateurs pour obtenir le meilleur score possible. D'ailleurs, l'application Brilliant facilite l'apprentissage partout, directement sur votre téléphone, grâce à des leçons interactives et ludiques que vous pouvez suivre dès que vous avez un moment. Que vous exploriez un nouveau sujet ou fassiez une session d'entraînement rapide, vous pouvez progresser en quelques minutes où que vous soyez. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien dans la description de la vidéo et vous aurez directement accès à une page avec une réduction de 20% pour créer votre compte Brilliant Premium, ainsi qu'un essai gratuit de 30 jours.
En physique, une singularité est un point où certaines grandeurs physiques comme la densité ou la courbure de l'espace-temps deviennent infinies. En relativité générale, une singularité gravitationnelle est une région où les équations d'Einstein prédisent une courbure infinie de l'espace-temps. Et même si les mathématiques savent relativement bien gérer le concept d'infini, il faut savoir que les physiciens en ont horreur. L'infini est une zone d'ombre qu'on ne sait pas décrire. Donc en d'autres termes, une singularité gravitationnelle est un point où notre description de la gravité cesse d'être valide. Bon, pour tout dire, Albert Einstein n'a pas directement découvert les singularités gravitationnelles. Mais ses travaux ont ouvert la voie à leur compréhension. Peu après qu'Einstein ait publié la théorie de la relativité générale, c'est en 1916 que l'astronome et physicien allemand Karl Schwarzschild trouva une solution exacte aux équations d'Einstein. Juste pour information, quand on parle de solution en physique théorique, on parle d'une fonction ou un ensemble d'équations qui satisfait rigoureusement une équation différentielle donnée. En fait, dans ce contexte, une solution est une description mathématique précise d'un type d'espace-temps possible selon la relativité générale. Et la solution de Schwarzschild décrivait un objet extrêmement dense où la gravité devenait si intense que rien, pas même la lumière, ne pouvait s'en échapper une fois franchi une certaine limite, aujourd'hui connue sous le nom d'horizon des événements. Cependant, à cette époque, cette solution était perçue comme une curiosité mathématique, et non comme une description physique d'objets réels. D'ailleurs, ces objets, vous les connaissez, ce sont les trous noirs. Pendant plusieurs décennies, les scientifiques restèrent sceptiques quant à la réalité des singularités. Beaucoup pensaient que des processus physiques empêcheraient leur formation dans l'univers. C'était qu'à partir des années 1960 que les travaux du mathématicien Roger Penrose et du physicien Stephen Hawking changèrent cette perspective. Les travaux de Roger Penrose et Stephen Hawking ont révolutionné notre compréhension des singularités gravitationnelles, des trous noirs et de la cosmologie en général. Leurs recherches ont montré que ces phénomènes ne sont pas de simples curiosités mathématiques, mais des réalités physiques inévitables dans le cadre de la relativité générale. Roger Penrose a prouvé avec son théorème de singularité que lorsqu'un effondrement gravitationnel atteint un certain stade, une singularité doit forcément apparaître. Pour ceux qui ne savent pas, l'effondrement gravitationnel est un phénomène astrophysique où un objet céleste comme une étoile s'effondre sous l'effet de sa propre gravité. Ça se produit lorsque les forces internes qui la soutiennent ne sont plus suffisantes pour s'opposer à cette attraction. Ce processus peut conduire à la formation d'objets extrêmement denses comme les naines blanches, les étoiles à neutrons ou les trous noirs. Pour mieux comprendre, il faut savoir qu'une étoile maintient son équilibre grâce à deux forces opposées. La pression thermique et de radiation, due aux réactions de fusion nucléaire dans son cœur, qui tend à la faire gonfler, et la gravité, qui tend à la faire s'effondrer sur elle-même. Ainsi, lorsque le combustible nucléaire est épuisé, généralement en fin de vie de l'étoile forcément, il n'y a plus de production d'énergie suffisante pour compenser l'attraction gravitationnelle. La gravité prend alors le dessus et l'étoile commence à s'effondrer sur elle-même. Et à partir de là, il y a principalement trois scénarios, sachant que le destin final d'une étoile dépend de sa masse initiale. Si l'étoile a une masse inférieure à environ 1,4 masse solaire, donc 1,4 fois la masse du Soleil, c'est une unité de référence en fait, alors il y a un effondrement en naine blanche. Pour des étoiles de masse relativement faible, comme le Soleil, l'effondrement est stoppé par la pression de dégénérescence des électrons. En fait, selon le principe d'exclusion de Pauli, une règle fondamentale de la mécanique quantique, qui est le sujet de la prochaine vidéo d'ailleurs, deux électrons ne peuvent pas occuper exactement le même état quantique dans un même espace. Quand la matière est fortement comprimée, comme dans le noyau d'une étoile mourante, les électrons sont forcés d'être très proches les uns des autres. Mais à un certain point, cette compression est limitée. Les électrons ne peuvent plus être comprimés davantage sans violer le principe d'exclusion de Pauli. Cette résistance à la compression crée une sorte de force qui contrebalance la gravité et empêche un effondrement total. Ainsi, la pression de dégénérescence des électrons équilibre la gravité et l'étoile devient une naine blanche, un astre dense mais stable. Par contre, si l'étoile est plus massive que 1,4 masse solaire, au passage c'est appelé la limite de Chandrasekhar, la pression des électrons ne suffit plus à contrer la gravité. L'effondrement continue jusqu'à ce que les électrons et les protons fusionnent en neutrons, formant une étoile à neutrons. La pression de dégénérescence des neutrons, cette fois-ci, empêche alors un effondrement total. Et enfin, si l'étoile est encore plus massive, au-delà d'environ 3 masses solaires, qui est la limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, même la pression des neutrons ne peut plus stopper la contraction. L'étoile continue de s'effondrer indéfiniment, jusqu'à former une singularité, le point où la densité devient infinie. L'objet formé est donc appelé un trou noir, entouré comme on l'a vu d'un horizon des événements, au-delà duquel rien ne peut s'échapper. Il faut donc bien comprendre que l'effondrement gravitationnel joue un rôle central dans la formation des trous noirs. Lorsqu'une étoile supermassive explose en supernova, son cœur peut continuer à s'effondrer. Si aucune force ne peut stopper cet effondrement, il forme un trou noir stellaire. À plus grande échelle, des trous noirs supermassifs, millions à milliards de masses solaires,
se forment probablement par des mécanismes similaires, mais à partir d'amas d'étoiles ou d'effondrements directs de nuages de gaz. Bon, on va s'arrêter là pour la notion d'effondrement gravitationnel. Je crois que vous avez compris. Cette longue explication était pour clarifier le fait que Roger Penrose a prouvé avec son théorème des singularités que lorsqu'un effondrement gravitationnel atteint un certain stade, une singularité doit forcément apparaître. Mais il n'a pas montré que ça. Penrose a démontré que les horizons des événements jouent un rôle clé en bloquant les singularités à l'intérieur du trou noir, ce qui empêche finalement leur observation directe. Enfin, il a introduit l'idée que dans un trou noir, toute lumière qui entre dans une région donnée ne peut plus s'échapper. D'ailleurs, théoriquement, des régions denses de l'univers primordial auraient pu s'effondrer gravitationnellement pour former des trous noirs très anciens. C'est ce qu'on appelle des trous noirs primordiaux. Donc voilà, quand on parle de trous noirs et de singularité, le nom de Roger Penrose est à garder en tête évidemment. Ses travaux posaient les bases mathématiques solides de la formation et de la structure des trous noirs. Pour cette découverte, Roger Penrose a reçu le prix Nobel de physique en 2020. Et sinon, l'autre scientifique que j'ai évoqué avec Penrose est nul autre que Stephen Hawking. Inspiré par les résultats de Penrose, Stephen Hawking appliqua ses idées à l'univers tout entier. Ses recherches, menées en grande partie dans les années 1960 et 1970, ont profondément modifié notre compréhension du Big Bang et des trous noirs. Hawking a démontré avec Penrose que l'univers lui-même devait avoir commencé par une singularité si l'on remonte le temps en appliquant les lois de la relativité générale. Ça signifie que le Big Bang n'est pas simplement un état extrêmement dense, mais un point où l'espace et le temps prennent naissance. L'univers lui-même a émergé d'un état ultra dense, suggérant un effondrement gravitationnel inversé. Hawking démontra que si l'on remonte le temps en suivant les lois de la relativité générale, on arrive à un état où la densité et la température deviennent infinies. C'est ce qu'on appelle la singularité initiale du Big Bang. Finalement, Hawking et Penrose ont prouvé qu'on ne peut pas éviter les singularités, montrant que la relativité générale conduit nécessairement à des situations où elle cesse d'être valide. Ils ont ouvert la voie à la gravité quantique, une future théorie qui devrait unifier la relativité générale et la mécanique quantique. Bon, il existe déjà des théories sur la gravité quantique, mais elles sont loin d'être prouvées. Retenez donc que Penrose a démontré que les singularités des trous noirs sont inévitables, et Hawking a étendu ses idées au Big Bang. Ainsi, alors qu'au début du XXe siècle les singularités étaient vues comme des anomalies mathématiques étranges, elles sont aujourd'hui considérées comme des éléments incontournables de la relativité générale. Cependant, leur véritable nature reste encore un mystère. La relativité générale prédit leur existence, mais elle ne peut pas les décrire précisément, car elle cesse d'être valide aux échelles extrêmement petites, où les effets quantiques deviennent dominants. Encore une fois, une théorie de la gravité quantique, encore en développement, serait nécessaire pour comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur des singularités. Bon, maintenant qu'on sait à peu près comment elles se forment, il faut savoir qu'il en existe différents types. Le premier type de singularité est celui de courbure. C'est le type le plus connu, où la courbure de l'espace-temps devient infinie. Il faut assimiler qu'on distingue la singularité ponctuelle et celle en anneaux. Pour comprendre, il faut déjà savoir qu'il y a plusieurs types de trous noirs. Le premier type de trou noir, et le plus connu, c'est celui de Schwarzschild, qui est statique, donc il ne tourne pas, et il ne possède pas de charge électrique. Au final, le trou noir de Schwarzschild n'est caractérisé que par sa masse. Le deuxième type de trou noir est celui de Kerr, décrit par Roy Kerr en 1963. Il est une généralisation du trou noir de Schwarzschild qui tourne autour de son axe. Il est caractérisé par sa masse et son moment angulaire, donc sa vitesse de rotation. Contrairement à Schwarzschild, il possède une ergorégion, une zone où l'espace-temps lui-même est entraîné en rotation. Un trou noir de Kerr est donc en rotation et non chargé. Il y a aussi le trou noir de Reissner-Nordström qui est statique et chargé. Et enfin, le trou noir de Kerr-Newman qui est en rotation et qui est chargé. Si je vous dis tout ça, c'est parce que dans le cas du trou noir statique de Schwarzschild, la singularité est un point central où l'espace-temps s'effondre en une densité infinie. Tout ce qui traverse l'horizon des événements finit inévitablement en ce point. Par contre, si un trou noir tourne, on est avec la solution de Kerr, la singularité ne se réduit plus à un point, mais à un anneau. Théoriquement, cet anneau pourrait servir de passage vers un autre univers ou permettre des voyages temporels. Ces concepts restent évidemment spéculatifs, mais ils montrent que la structure des singularités est plus complexe qu'on ne le pense. En tout cas, c'est l'idée qui est au cœur des trous de verre. Bon, voilà pour le type le plus connu de singularité, celui de courbe. Mais il en existe d'autres. Il y a par exemple la singularité de coordonnées. Elle survient lorsqu'une métrique semble devenir infinie à cause du choix des coordonnées, mais n'indique pas un véritable problème physique. En fait, une singularité de coordonnées est une situation où une équation mathématique semble donner des valeurs infinies, mais ce n'est pas une vraie singularité physique. En réalité, ça vient d'un mauvais choix de coordonnées, et il est souvent possible de changer ces coordonnées pour voir que tout est bien défini. Sinon, il y a aussi la singularité nue. Une singularité qui n'est pas cachée par un horizon des événements. Elle serait visible depuis l'extérieur, ce qui remettrait en question la censure cosmique, l'hypothèse selon laquelle toutes les singularités doivent être cachées. C'est théoriquement possible, mais il n'y a aucun exemple observé à ce jour. Une autre singularité dont on avait parlé est celle du Big Bang.
Une singularité initiale où l'univers est infiniment dense et chaud, marquant le début de l'expansion cosmique. Elle est forcément différente des singularités des trous noirs, car elle affecte l'ensemble de l'univers. Finalement, les singularités gravitationnelles sont plus qu'un simple problème mathématique. Elles représentent une frontière ultime pour la physique, une énigme qui défie nos modèles et nos intuitions. Sont-elles réelles ou simplement le signe que nos théories doivent évoluer? La physique du XXIe siècle cherche encore à répondre à ces questions. Peut-être qu'une nouvelle théorie unifiant gravité et mécanique quantique nous révélera un jour le véritable visage des singularités, ces zones où tout est possible ou impossible. Merci à Brilliant pour avoir sponsorisé cette vidéo et merci aux tipeurs pour leur soutien. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de voter pour l'une des prochaines vidéos dans l'onglet communauté sur la chaîne.